Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la composition du gouvernement est connue depuis ce dimanche soir au Burkina Faso. Une équipe ministérielle qui fait la part belle à l'armée. 4 portefeuilles, dont celui de la défense du ministère de l'Intérieur, sont occupés par des militaires. Un fonds de 50 millions de dollars pour dynamiser l'entrepreneuriat. C'est l'un des aboutissements du premier Global Entrepreneurship Summit qui s'est tenu du 19 au 21 novembre 2014 au Maroc. Immersion au sein des Infinity High Tech Days 2014 au Cameroun, un événement où la jeunesse était conviée, une façon aussi d'observer les progrès mais aussi les besoins matériaux des étudiants camerounais en matière de création technologique. La première séance du nouveau Conseil des ministres est prévue ce lundi au Burkina Faso. Une équipe ministérielle dont la liste a été communiquée dimanche soir. Le président de la transition, Michel Kafando, diplomate de formation, occupe également le poste de ministre des Affaires étrangères. 3 autres militaires composent le gouvernement au ministère de l'Intérieur, des Mines et de l'Énergie et des Sports, dont la présence de Augustin Loada, directeur du Centre pour la gouvernance démocratique, qui siégera au ministère du Travail. Une composition commentée par Adjima David Thiombano, rédacteur en chef de la chaîne RTB. Le gouvernement a pris beaucoup de temps pour se mettre en place, ce qui signifie qu'il y a dû avoir beaucoup de discussions. Du point de vue des personnalités qu'on retrouve dans le gouvernement, il faut dire globalement que ce sont des personnalités neuves. Pour certaines d'entre elles, elles sont quasi inconnues des Burkinabés. Globalement, on peut penser que c'est une équipe qui est à mesure de conduire la transition à bon port. Maintenant que le gouvernement est formé, il faut attendre aussi de voir la lettre de mission précise que le président va donner au gouvernement. C'est à partir de cela qu'on peut véritablement apprécier si ce gouvernement est à mesure de travailler ou ne pas être à mesure de travailler pour le bonheur des Burkinabés. Et vous l'avez bien compris, il s'agissait du témoignage de Abdoul Karim Sango, notre constitutionnaliste. Tension politique à l'approche de l'élection présidentielle de février 2015 au Nigeria. Le principal parti d'opposition, l'APC, a accusé des hommes de la majorité d'avoir pillé et saccagé leur bureau de la capitale Lagos. Ce que critique également l'opposition, c'est l'absence de décision judiciaire pour légitimer la présence d'agents de sécurité dans les locaux de l'APC. Pour certains observateurs, ces actes sont fréquents avant les élections. Premier tour de l'élection présidentielle tunisienne ce dimanche. L'instance supérieure indépendante pour les élections a fait savoir que les résultats du premier tour seront annoncés dans les 48 heures. L'organisation annonce déjà un taux de participation de 60%. Alan Faro. Ce dimanche 23 novembre, la Tunisie avait rendez-vous avec son histoire. Cette élection présidentielle est la première qui soit organisée dans des conditions transparentes. Les bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 18h heure locale. 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, mais malgré le caractère historique du scrutin, la participation est globalement faible. Il est étonnant que le taux de participation soit relativement faible, c'est-à-dire avoisinant les 50%. Seulement, si on voit les élections législatives, le taux de participation n'était pas plus élevé que 60%. Et aux premières élections législatives en 2011, il était de 53%. C'est dire qu'il y a une grande partie des Tunisiens, c'est-à-dire quelque chose comme 40% à plus, qui ne s'intéressent pas à la vie politique. Après la chute du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011, l'espoir était né chez beaucoup de Tunisiens de voir leur situation économique s'améliorer. Même si en 2013, la situation de l'emploi a connu une timide amélioration, officiellement, le chômage est de 15%. Déçus par la classe politique, beaucoup de Tunisiens ont préféré ne pas voter. D'autres mettent la barre très haut pour le futur président. Le président ne doit pas penser à lui-même, juste pour avoir de l'argent ou bien il pense que la présidentielle, c'est juste une place. Je veux un président pour sauver le pays ainsi que de l'emploi pour la jeunesse, un président avec une vision politique et un projet de société.
27 candidats étaient en lice pour ce premier tour de la présidentielle. Le 26 octobre, les législatives avaient été remportées par le parti séculier Nida Tounes. Si la majorité absolue n'est pas obtenue ce dimanche, le second tour de la présidentielle tunisienne devrait se tenir d'ici le 28 décembre. Le sommet Global Entrepreneurship Summit s'est clôturé ce vendredi au Maroc. Organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis, l'événement a été marqué par une dizaine de séances plénières. La croissance durable, le climat des affaires, l'export, la responsabilité sociale ou d'autres thèmes d'actualité étaient également au programme. Reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. La 5e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat a pris fin ce vendredi à Marrakech, au Maroc. Les travaux de ce sommet ont été couronnés par l'annonce de plusieurs initiatives, notamment l'organisation du prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015 au Maroc, le lancement du fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat et l'innovation doté de 50 millions de dollars US en partenariat avec la Banque mondiale. Au-delà, bien entendu, des conventions qui ont été signées, au-delà des fonds qui ont été mis à disposition pour l'innovation en Afrique qui se chiffrent à quelques millions de dollars. Ce qu'il faut retenir, c'est que le regard croisé qu'a eu le président Barack Obama et Sa Majesté le roi Mohamed VI montre qu'il y a aujourd'hui un nouveau regard sur le continent africain. Cette rencontre internationale de 3 jours a vu la participation de 6800 personnes en provenance de 95 pays. Elle a permis aux institutions financières comme le groupe Attijari Wafa Bank de présenter ses ambitions aux entrepreneurs. C'est une ambition qui nous incite à aller encore plus loin dans le soutien de l'initiative privée, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, où qu'ils soient, au Maroc mais également en Afrique subsaharienne, à travers nos implantations bancaires dans l'ensemble de nos pays de présence. Le GES apporte une réponse, en tout cas la réponse de voir que plusieurs personnes ont été confrontées aux mêmes doutes que les nôtres ou qui sont confrontées aux doutes par lesquels je passe, que je vis tous les jours. Ce sommet organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis est un succès pour le royaume chérifien. C'est un événement très important pour nous Marocains. D'abord sur le plan politique, c'est une déclinaison des actions du dialogue stratégique liant le Maroc aux États-Unis. Le choix du Maroc et l'organisation du Maroc vient prouver encore une fois le positionnement du Maroc en tant que pays émergent, en tant que pays africain, première terre africaine qui accueille et qui organise le GES, le positionnement du Maroc en tant que plateforme régionale pour l'entrepreneuriat et pour l'économie. La 6e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat se tiendra dans un pays subsaharien. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir à Marrakech Maria Contreras-Suite, l'administratrice du département américain en charge des petites et moyennes entreprises. Apporter des solutions aux problèmes que rencontre la communauté, c'est l'orientation prise par les étudiants de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun. Pour cela, ils se sont aidés de l'association Infinity Space, un des nombreux projets présentés à l'occasion des Infinity High Tech Days 2014. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Valoriser les compétences des jeunes et stimuler l'esprit de créativité au service de la communauté, c'est l'objectif principal des Infinity High Tech Days. Ces journées technologiques organisées par l'association estudiantine Infinity Space de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun permettent au public de découvrir les projets innovateurs développés par les étudiants. Pour cette édition 2014, la 3e du genre, 2 projets ont particulièrement marqué les esprits. Celui de la maison intelligente, équipée d'un système électronique de sécurité avant-gardiste et surtout le séchoir solaire de cacao. Je suis bluffé par la qualité des travaux de recherche et d'innovation des jeunes étudiants camerounais. Vous savez, quand on est jeune, c'est là où on a de la créativité. Et ces jeunes nous prouvent que l'éducation pour l'éducation ne pourra pas faire avancer l'Afrique. Ils imaginent des solutions aux problèmes concrets de nos communautés. Par exemple, celui de la qualité du cacao camerounais. Pour les organisateurs, chaque projet doit aboutir à la création d'une entreprise, d'où le thème « Un étudiant, un projet, un entrepreneur ». Nous voulons, à travers ce thème, montrer la corrélation qu'il y a entre ces trois mots. L'étudiant, lorsqu'il est à l'université, a la capacité de développer ses potentialités et a beaucoup de créativité. Raison pour laquelle il peut développer plusieurs projets
et devenir très facilement un entrepreneur. Pour les responsables académiques, cette éclosion de talent augure des lendemains meilleurs. Cette faculté sera la niche où on va commencer à lutter contre le complexe du colonisé. Puisqu'en fait, actuellement, ils n'ont peur de rien, ils relèvent toutes sortes de défis. Vous avez entendu le défi que je leur ai donné et ils sont partants de construire un véhicule qu'on peut démonter et mettre dans sa valise. Depuis 2010, les Infinity High Tech Days se sont imposés comme l'un des principaux rendez-vous de l'innovation en milieu estudiantin. Mais elles souffrent encore d'un manque criard de moyens. Cette année, par exemple, de nombreux projets n'ont pas pu présenter de maquettes. L'association aimerait également disposer d'une imprimante 3D qui permettra d'obtenir des prototypes après conception. Après 50 ans d'existence, le parcours de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon a été émaillé de temps forts, mais aussi de périodes difficiles qui ont mis sa pérennité en doute. Des efforts de gestion et les réformes engagées progressivement lui ont permis de continuer à offrir ses prestations à ses affiliés. Mais est-elle tirée d'affaire pour autant? Quels sont les défis et enjeux futurs pour cette entité? Les détails avec notre correspondant au Gabon, Douglas Soutoum. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais sur le plan sanitaire et social, c'est l'objectif visé par la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon. Seulement, l'efficacité de cette entité 50 ans après sa création est mitigée. La direction générale ambitionne donc d'impulser une nouvelle dynamique pour une sécurité sociale efficace. Les textes qui gouvernent la CNSS sont vieux de 30 ans. Le contexte a changé. L'environnement social, politique, économique, culturel du Gabon a changé. Sommes-nous prêts aujourd'hui à affronter les défis du futur? Lorsque l'on sait que la branche qui gère la vieillesse est en déséquilibre depuis plusieurs années. 50 ans de prestations sociales pour le bien-être des assurés, défis et enjeux du futur. C'est le thème d'une réflexion entre experts qui a eu lieu à Libreville. Objectif, pallier les problèmes rencontrés durant ces 50 premières années d'existence. Procéder à la création de nouveaux régimes permettant d'étendre la prévoyance sociale aux couches non encore couvertes ou insuffisamment couvertes. Revisiter les paramètres de gestion des organismes de prévoyance sociale, CNSS, CNAMGS. Cette réflexion vient à point nommé pour les 85 000 assurés de la CNSS et ses 120 000 cotisants. Le taux d'emprise de la sécurité sociale sur la population active est de moins 40%, avec un potentiel d'extension estimé à environ 200 000 travailleurs. Le Forum national de sécurité sociale qui s'est tenu à Libreville se présente comme une volonté ferme de repartir sur une base nouvelle et adaptée aux réalités du moment. La révision du cadre institutionnel de la sécurité sociale est un impératif pour éviter des menaces et des risques futurs pour notre système, touchant directement les ressources de remplacement en fin de vie professionnelle. La CNSS gère essentiellement les pensions vieillesse, les prestations familiales et les risques professionnels. Pour qu'un employé bénéficie d'un numéro d'assuré, son employeur a l'obligation de s'acquitter régulièrement de ses cotisations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.